Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La secrétaire d'État adjointe américaine est en visite au Gabon. Outre la rencontre avec le président Ali Bongo Ondimba, Wendy Sherman a discuté avec les autorités de l'environnement et du renforcement de la coopération en matière de sécurité. Qui est responsable du massacre survenu dans une école de Murambi lors du génocide de 1994 au Rwanda? La justice française estime que les autorités, dont l'ancien préfet Laurent Bouchi-Baruta, y sont pour quelque chose. Un procès s'ouvre à Paris lundi. Dans notre série sur les journalistes en exil, nous vous présentons ce soir Lawrence Kiwanuka Zeriko, ougandais, hier enfant soldat, activiste, journaliste puis exilé. Il est professeur et maître de conférences. Et que serait votre vendredi sans Culture Hebdo? Eh bien, Roger Moutou sera là pour les dernières nouvelles. Au Sénégal, le procès des 6 sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakir Mbaye inculpées pour non-assistance à personne en danger suite à la mort de Astou Sogna s'est terminé après un marathon qui aura duré de 10h jeudi matin à 1h ce vendredi dans l'enceinte du tribunal de Louga à 220 km au nord de Dakar. Après des débats souvent tendus, les protagonistes ont été renvoyés par le juge qui a mis l'affaire en délibéré au 11 mai. De notre envoyé spécial à Louga, Sedina Abagué. Les images sont de Serine Saliou Démé. Au bout de la nuit et après 15 heures d'audience, le juge a mis l'affaire en délibéré. Les avocats de la défense, les avocats de la partie civile et les membres des syndicats, des personnels de santé venus prêter main forte à leurs camarades se sont exprimés devant la presse au sortir du tribunal. C'est un moment de consternation parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'un procès qui a fini de démontrer qu'aucune exigence n'a été effectuée et que la dame qui a été reçue a bénéficié de tous les soins que cela demandait puisse être maintenue dans les liens de la détention. On ne comprend pas parce qu'on pensait que toutes les conditions étaient réunies pour qu'elle puisse bénéficier d'une liberté provisoire en attendant le verdict. Du côté de la partie civile, on estime que les poursuites contre les 6 sages-femmes et la détention de 4 d'entre elles sont totalement justifiées. Pour les avocats de la famille de Astou Sorne, la culpabilité des sages-femmes ne fait aucun doute. L'attitude comportementale de ces sages-femmes d'État, mais établie de manière non équivoque, ce délit. Parce que comment voulez-vous que des sages-femmes d'État ne fassent pas les constantes, ne mentionnent absolument rien sur le dossier médical, la biaisant au point que l'équipe avec qui il y a une passation ne puisse pas comprendre ce qui a pu se passer. Donc, les instructions du médecin gynécologue n'ont pas été suivies parce qu'elle disait qu'il fallait faire une surveillance accrue parce qu'elle a une pathologie qui est très très grave. Ces allégations sont intégralement récusées par les avocats de la défense. Pour eux, les déclarations et témoignages ont clairement montré que les prévenus ont prodigué des soins à la défunte Astou Sorna. On a parlé de perfusion, on a parlé de diagnostic, on a parlé de consultation, on a parlé de tout ça. Ça ne reflète pas la réalité des débats d'or. Parce que nous, lorsque les gens parlent, on a l'impression que cette dame-là, elle est paix à son âme, elle est décédée sans être vue. Sans être vue ni par une sage-femme, ni vue par une gynécologue. Alors qu'il est ressorti des débats d'audience qu'elle a été vue par des sages-femmes, mais également elle a été vue par des gynécologues. Elle a été vue par 2 gynécologues, elle a été vue par presque 2 ou 3 sages-femmes. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en droit de penser qu'il n'y a pas de non-assistance. Après avoir écouté toutes les parties, le juge a donc décidé de mettre l'affaire en délibéré, tout en rejetant la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense. Aux grandes dames de leurs souteneurs, 4 des 6 sages-femmes sont donc retournées en détention pour une semaine supplémentaire au minimum. Elles vont de nouveau comparaître le 11 mai devant ce tribunal pour connaître le verdict retenu par le juge et ses assesseurs. Seydina Bagay,
à Louga pour VOA Afrique. Les parents de dizaines de Nigérians enlevés par des hommes armés qui ont attaqué leur train dans l'état de Kaduna fin mars accusent les autorités de ne pas avoir fait assez pour les secourir. La Nigeria Railway Corporation affirme que plus de 160 personnes sont portées disparues depuis l'attaque. Les détails dans ce reportage de Timothy Obiezu à Kaduna, au Nigeria. Le récit est de Rosine Monezero. Tout en luttant pour sa vie sur un lit d'hôpital, avec des tiges orthopédiques en métal fixées dans ses jambes pour corriger des fractures, Fatima Aboubakar est également sous le choc d'une tragédie qui a frappé sa famille dans la nuit du 28 mars. Des bandits ont fait sauter les voies ferrées, arrêtant le train dans lequel se trouvait sa fille Aïcha Oumar. Ils ont ensuite ouvert le feu sur les passagers qui tentaient de se mettre à l'abri. 8 personnes ont été tuées cette nuit-là et des dizaines d'autres ont été enlevées, dont Aïcha Oumar, qui, selon Madame Aboubakar, a laissé 5 enfants derrière elle. Ils avaient l'habitude de venir me voir, de pleurer et de demander « Que pouvons-nous faire ?» Je répondais « Eh bien, que puis-je faire ? Je suis ici avec mes jambes sur le lit. Je ne peux même pas descendre. C'est elle qui s'occupe de moi et maintenant, elle n'est plus là. » Omar retournait à Kaduna après avoir visité un hôpital d'Abuja où Aboubakar avait subi 3 interventions chirurgicales aux jambes. Elle s'était fracturée dans un accident de voiture. La Nigeria Railway Corporation a déclaré que 168 personnes qui se trouvaient dans le train lors de l'attaque étaient toujours portées disparues. Jusqu'à présent, les ravisseurs ont libéré 2 des personnes enlevées, dont un directeur de la Banque d'agriculture, propriété du gouvernement. Les familles des victimes et certains experts en sécurité affirment que l'attaque porte la marque de Boko Haram, une secte militante islamiste opérant principalement dans le nord-est du pays. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait. Nous n'avons pas eu de nouvelles du gouvernement. Les autorités nigérianes disent qu'elles négocient la libération inconditionnelle des personnes enlevées, mais les familles des victimes ont accusé les autorités de négligence. Les autorités disent qu'elles ne peuvent pas révéler aux familles des victimes les détails des mesures prises afin de ne pas compromettre le processus. Le mois dernier, ces familles ont manifesté à Abuja pour demander la libération de leurs proches. Patrick Agambu, fondateur de Security Watch Africa Initiatives, affirme que les terroristes tentent de faire pression sur le gouvernement pour qu'il échange les personnes enlevées contre certains de leurs hommes capturés par les autorités. Ce qu'ils veulent, c'est certains de leurs principaux commandants qui sont détenus par le gouvernement. Ils veulent les utiliser comme rançon, peut-être pour faire libérer leurs membres et attirer l'attention. Depuis des années, des groupes armés sèment la terreur dans le nord du Nigeria, tuant et kidnappant pour obtenir une rançon. Jeudi dernier, les terroristes ont suscité l'indignation après avoir diffusé la photo d'un nouveau-né mis au monde par l'une des personnes enlevées. L'analyste en sécurité Kabir Adamou de Beacon Consulting estime que les autorités n'ont pas été proactives. Nous savons que les agences de sécurité font des efforts. Ils négocient la libération des victimes enlevées et il est très probable que dans les jours à venir, il y ait du succès à cet égard. Mais il n'y a pas eu d'approche cohérente pour gérer la détresse des familles et des victimes elles-mêmes. La semaine dernière, le Sénat nigérian a adopté un projet de loi visant à criminaliser le paiement de rançon et à punir les contrevenants d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Il prévoit également la peine de mort si un enlèvement entraîne une perte de vie. La mesure entrera en vigueur quand le président Buhari y aura apposé sa signature. C'est l'événement diplomatique de la semaine au Gabon, la visite de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman. Elle vient de boucler une série de rencontres avec les autorités gabonaises. Environnement, paix, sécurité et les droits de la femme étaient au programme des échanges entre la numéro 2 du département d'État américain et quelques membres du gouvernement gabonais. Écoutons Wendy Sherman lors de sa visite dans un parc national du Gabon.
J'avais hâte de venir dans ce parc car, même s'il était très important d'avoir une conversation avec le président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et d'autres membres du gouvernement, il est essentiel de voir ce parc extraordinaire de votre système de parcs nationaux, toutes les forêts que vous avez et le formidable leadership que le Gabon exerce en matière de climat et de conservation. Je vous propose aussi un extrait des déclarations du ministre délégué aux eaux et forêts du Gabon, Stéphane Bondal. La visite de Mme Wendy Sherman aujourd'hui sur ce magnifique site de l'Agence nationale des parcs nationaux entre bien entendu dans ce cadre-là, mais surtout, cette forte délégation américaine est venue s'informer et s'imprégner de la politique du Gabon en matière de préservation des forêts et de la lutte contre les changements climatiques. Et aujourd'hui, la coopération avec les États-Unis est renforcée par les aides multiples que le gouvernement américain apporte au Gabon, notamment dans la lutte contre toutes les formes d'exploitation illégale, dans la lutte contre toutes les formes de criminalité qui s'exercent dans les pillages de nos ressources. La venue au Gabon de la secrétaire d'État adjointe américaine constitue la dernière étape d'une tournée africaine entamée le 2 mai, au cours de laquelle elle s'est rendue successivement en Afrique du Sud et en Angola. Elle doit se rendre par la suite en France. Pendant le génocide rwandais de 1994, des dizaines de milliers de Tutsis se sont réfugiés dans une école technique de Murambi, dans le sud du Rwanda. Les autorités locales leur avaient recommandé d'aller s'abriter dans cette école en leur promettant protection. Quelques jours plus tard, selon les archives du génocide rwandais, seules 34 personnes ont survécu sur quelques 50 000 qui s'y étaient réfugiés, espérant échapper au massacre. La justice française estime que ce massacre a été organisé par les autorités locales, dont l'ancien préfet Laurent Boucher-Baruta. Il sera jugé à partir de lundi à Paris pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. De son côté, l'ancien préfet conteste les accusations depuis le début. Ses avocats vont plaider l'acquittement. Et pour mieux cerner cette actualité, nous avons en ligne de Paris Maître Richard Gisagara. Il est avocat au cabinet Paruel et Associés. Vous représentez la partie civile dans ce procès. Maître Gisagara, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, la justice française, on le disait tantôt, estime que le massacre de 1994 a été organisé par les autorités locales, parmi lesquelles Laurent Boucher-Baruta, qui était préfet à l'époque des faits. Vous êtes donc avocat pour la partie civile. Quels sont les arguments qui soutiennent votre cause? Écoutez, tout d'abord, je tiens à corriger. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est un génocide commis contre le Tutsi, ce n'est pas le génocide rwandais. Et donc, pour répondre à votre question, ce qui s'est passé à Murambi, et ce n'est pas seulement à Murambi, parce que le procès qui s'ouvre lundi contre M. Laurent Boucher-Baruta, qui était préfet de la région de Gikongoro, la préfecture de Gikongoro, concerne non seulement les faits qui ont eu lieu à Murambi, mais également les faits qui ont eu lieu à la paroisse de Kibero, et à la paroisse de Kianika, et à la paroisse de Kadoura. Et donc, pour comprendre la responsabilité ou les faits qui sont reprochés à Laurent Boucher-Baruta, il faut garder à l'esprit que le régime qui a commis le génocide commis contre le Tutsi était un régime qui était très très organisé administrativement. Ils avaient une administration très efficace qui était tatillonne, qui était vraiment bien organisée et qui donnait des instructions à partir de Kigali, et ces instructions arrivaient jusqu'au fin fond du Rwanda. Et le préfet, qui était en l'occurrence dans cette région, Boucher-Baruta, était le représentant du gouvernement au niveau préfectoral. Et donc, M. Boucher-Baruta est poursuivi. Il a été établi qu'il a participé, non seulement participé, mais aussi organisé des réunions qui ont abouti au massacre pour lequel, sur les lieux que je viens d'indiquer. Alors,
Au mémorial de Murambi, donc le nom de Laurent Bouchibaruta figure en tête bien sûr de la liste des 75 auteurs de ce massacre. Qu'est-il advenu des autres auteurs? Très rapidement si vous le pouvez. Oui, les auteurs, il n'y a pas que 75 auteurs, ça ce sont les grands noms qui sont reconnus. Vous savez, pour massacrer 50 000 personnes, il faut au moins, au minimum 50 000 personnes. Donc les autres personnes qui sont poursuivies ont déjà été jugées, la plus grande partie a été jugée par des juridictions Gacaca au Rwanda. M. Bouchibaruta, lui, n'a pas pu être jugé par la juridiction Gacaca au Rwanda parce qu'il n'était pas au Rwanda, il était en France. Ça fait plusieurs années que son dossier est en instruction. Aujourd'hui, il est prêt, il va être jugé à partir de la semaine prochaine. Mais les autres ont été déjà jugés donc. Alors, oui, voilà, le ministre, pardonnez-moi, le ministre rwandais de l'Unité nationale et de la réconciliation, Jean Damascène Bissimana, s'est félicité de ce procès prévu, on le dit donc, à Paris, et souhaite que justice soit faite. Un commentaire sur cette sortie et croyez-vous que justice sera vraiment faite? Oui, je suis persuadé que la justice sera faite. Déjà, c'est une grande victoire que ce procès ait lieu, puisque M. Bouchibaruta est très vieux, donc il ne faut pas qu'il s'en aille sans avoir répondu à la justice. Mais effectivement, je crois que justice sera rendue, parce que la justice française a déjà démontré à 3 reprises qu'elle est capable de rendre des décisions qui respectent la loi et qui respectent la vérité des faits. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que ça ne sera pas le cas pour M. Bouchibaruta. En tout cas, nous serons présents pour faire en sorte que la justice rende des décisions qui est conforme à la réalité des faits. Maître Richard Gisagara, avocat au cabinet Paruel et associé, vous représentez la partie civile dans ce dossier. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie pour votre invitation. Ici, aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé avoir choisi Karine Jean-Pierre comme la prochaine porte-parole de la Maison-Blanche, attribuant pour la première fois ce poste très exposé à une femme noire et ouvertement lesbienne. Karine Jean-Pierre va remplacer Jen Psaki, dont elle était l'adjointe à partir du 13 mai. Le président Joe Biden dit louer l'expérience, le talent et l'honnêteté de sa future porte-parole. Karine Jean-Pierre, 44 ans, est la première femme noire à endosser le rôle de chargée de la presse à la Maison-Blanche, née à Martinique de parents haïtiens qui ont ensuite émigré aux États-Unis. Elle a travaillé sur les 2 campagnes de Barack Obama, puis celle de Joe Biden en 2020, avant de rejoindre son équipe à la Maison-Blanche. Félicitations à Karine Jean-Pierre donc. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de presse et de culture. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons bien sûr en direct de Washington DC, ici même aux États-Unis. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu. Bonjour Roger, ou plutôt bonsoir Roger, parlons Cannes, Forest Whitaker,
Palme d'Or d'honneur de la 75e édition. Exactement, hein. Il est l'acteur américain oscarisé. Whittaker recevra la Palme d'Or d'honneur de la 75e édition du Festival de Cannes, qui doit se tenir d'ailleurs du 17 au 28 mai sur la Croisette. Bien sûr, ont annoncé les organisateurs. L'acteur qui avait reçu le prix d'interprétation à Cannes en 1988 pour son interprétation du jazzman Charlie Parker dans Bird de Clint Eastwood succède à sa compatriote Jodie Foster, qui avait été distinguée l'année dernière, envoyée spéciale de l'UNESCO pour la paix et la réconciliation depuis 2014. Forrest Whitaker est également le fondateur et président de la Whitaker Peace and Development Initiative, une ONG créée en 2012 qui s'investit dans des projets éducatifs pour des jeunes vivant dans des régions touchées par la violence ou les conflits. Et là, je parle du Soudan du Sud, Ouganda, Mexique, États-Unis, Afrique du Sud et j'en passe. Et désormais, d'ailleurs, en France, à fin novembre, son ONG annonçait investir pour aider les jeunes d'un département de la région parisienne le plus pauvre de France. John. Et cette actualité, Roger, qui défraie la chronique ici depuis quelque temps, l'humoriste américain Dave Chappelle agressé sur scène. Oui, exactement, John. Heureusement que des agents de sécurité en uniforme du Hollywood Bowl qui ont été témoins de l'incident ont appréhendé le suspect et l'ont éloigné de la victime. Remis ensuite à des policiers appelés sur place, l'agresseur a été inculpé d'agression avec une arme létale et sa caution fixée à $30 000. Des vidéos sur les réseaux sociaux, John, ont montré le jeune homme en train d'être évacué sur une civière. Il a été transporté vers un hôpital pour être soigné, selon une porte-parole de la police. Selon Brianna Shax, une journaliste de BuzzFeed présente au spectacle, l'agresseur a été à son tour attaqué par au moins 10 personnes après s'en être pris à Dave Chappelle sur place. Et bien sûr, pour finir, John, Onassis Mutombo est l'un des organisateurs de l'événement culturel Prix Lokumu, qui contribue à la promotion du patrimoine culturel congolais en exposant les œuvres de jeunes artistes en général et féminins en particulier. Cet événement envisagé par ailleurs aussi envisage le renforcement de la diffusion de produits culturels, la création de valeurs économiques fondées sur la culture. Ensuite, il veut aussi mettre en place une vitrine de brassage de la jeunesse pour prôner la culture du vivre ensemble et de droits humains dans le secteur culturel. Je l'ai eu pour nous. Suivant. Je suis dans ce secteur culturel africain en général depuis 2009, donc je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Et c'est en 2017 que j'ai lancé pour la première fois ici en République démocratique du Congo un média pur sans culture qui s'appelle www.art.cd, qui est le premier portail numérique des arts et culture en République démocratique du Congo. Nous livrons tout ce qu'il y a comme information culturelle et artistique de la République démocratique du Congo. Et à part ça, nous organisons aussi plusieurs événements, des ateliers, des soirées, notamment la soirée des arts, qui est en fait une série de rencontres professionnelles dont le clou est la remise de prix Lokumu. Nous sommes déjà à la 3e édition, c'est 2022. Nous allons organiser la 4e édition. Nous avons d'ailleurs récemment organisé un atelier pour les journalistes culturels. Et voilà, John, c'est tout ce que nous avons prévu pour nos téléspectateurs. Un bon week-end en tout cas à vous, bon week-end à tous nos téléspectateurs aussi. Merci Roger et à vendredi prochain. Super. Lawrence Kiwanuku Nzereko, ougandais, ancien enfant soldat, journaliste et activiste, puis exilé. Cet homme âgé, aujourd'hui de 54 ans, a été forcé de quitter son pays pour échapper aux persécutions imposées par le régime en place. Il a continué sa vie à l'étranger comme professeur et maître de conférences. Il nous raconte l'expérience des journalistes, son expérience de journaliste donc en Ouganda.
Pour une raison quelconque, j'ai fini par être très intéressé par les questions des droits de l'homme en tant que journaliste, ce qui m'a amené à traiter des choses comme la corruption. Nous avions eu une guerre civile où le gouvernement actuel, dirigé par Museveni, était un gouvernement où les rebelles avaient occasionné le renversement du régime en place et la communauté internationale donnait beaucoup d'argent pour réhabiliter les zones ravagées par la guerre. Mais bon nombre des articles donnés se retrouvaient sur le marché privé. J'ai poursuivi l'histoire et je l'ai publié. Il se trouve que la femme du président faisait partie des gens, des ONG locales à qui nous distribuions ces articles. Et je l'ai nommée dans le journal. Et pour la première fois, j'ai été convoqué à la State House et interrogé et averti. Le président m'a dit de laisser sa femme et ses enfants tranquilles. Alors plus tard, j'ai écrit une histoire sur quelqu'un qui défiait le gouvernement. Et encore une fois, on m'a appelé au bureau du président. On m'a demandé, on m'a offert de l'argent pour leur dire où la personne se cachait. J'ai dit non, c'est contre les principes du journalisme que je fasse ça. Je ne peux pas révéler ma source. Le président n'était pas très content, mais il m'a laissé partir. Donc sur le chemin du retour, j'ai été ramassé, j'ai été détenu et battu. Quand quelqu'un vous propose de l'argent pour vous faire taire ou pour quitter le métier, il faut pouvoir dire « je ne prends pas votre argent, je reste fidèle aux principes du journalisme ». L'un des plus gros problèmes des médias en Ouganda est l'autocensure. Quand le président Museveni m'a dit de laisser sa famille et sa femme tranquilles, je ne pense pas avoir jamais écrit un article mentionnant sa femme, encore une fois, jusqu'à ce que je quitte l'Ouganda. Quand vous regardez le journal et que vous voyez combien de stations de radio il y a en Ouganda, vous direz « Waouh, il y a beaucoup de liberté des médias dans ce pays ». Mais tournez la page et demandez-vous à qui appartiennent ces stations de radio. Je pense que nous avons environ 320 stations de radio en Ouganda en fonctionnement, mais je crois aussi que 311 appartiennent soit aux membres du parti NRM, soit au gouvernement, car Museveni ne tolère aucune critique. Il ne croit pas aux journalistes et pense qu'ils ne sont qu'un tapis roulant. Les actes que vous posez, nous les relayons. Vous le faites, nous le signalons. Et ça, il ne le comprend pas. Il appelle les journalistes des agents de la CIA, il les appelle des parasites. Il les appelle des agents occidentaux, des antinationalistes. Et en fin de compte, tant de journalistes ont été accusés de trahison. Si vous rapportez une histoire sur des personnes qu'il considère comme des terroristes, il appelle ça de l'aide et de l'encouragement au terrorisme. Le gouvernement a même des gens qui sont là pour surveiller les médias sociaux et qui sont censés signaler qui a dit quoi. J'avais commencé un journal ici, nous l'avions publié lentement, tranquillement. Nous envoyons les magazines en Ouganda en 2007. En fait, j'ai une copie. C'est la copie d'un des magazines, ok, avec une caricature de Museveni sur la couverture. Et quand le numéro a été publié, nous l'avons envoyé en Ouganda et tout le chargement a été confisqué à l'aéroport. Et dans ce magazine en particulier, nous parlions de l'intérêt de Museveni en RDC, au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya et au Soudan du Sud, et comment il essayait de devenir le suzerain. Nous avons donc compris que si c'est ce qu'ils font, nous trouverons comment publier le magazine en secret dans le pays. Eh bien, ils avaient une longueur d'avance sur nous. Ils ont découvert qui était l'imprimeur. Museveni venait d'envoyer son fils à l'école militaire et nous avons compris qu'il le préparait comme successeur. Et Museveni était sur la couverture, couronnant son fils comme prochain président. Ils ont envahi l'imprimerie, ont pris tous les articles et l'éditeur a également eu des ennuis. Nous y avons essentiellement renoncé. Faites attention. C'est toujours très important de vivre pour voir un autre jour. Je crois que les vrais héros vivent pour raconter l'histoire. Ne mourrez pas sur le terrain. Message entendu. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée et un excellent week-end. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent
sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent,